toutes et à tous, bienvenue sur Agile is not enough, le podcast où on vous parle d'agilité, de lean, de pensée systémique et de toutes ces petites choses qu'on adore implémenter chez nos clients. Je suis Jalil, le doc de Reactive, accompagné de mon compère préféré Val, votre Scrum Maestro. Comment ça va mon Val? Hello! La forme? Ouais, ça va super et toi? Ah, ça fait plaisir, c'est pour Bah, ça que j'aime toujours. bosser avec toi. Moi aussi ça va super bien. Et aujourd'hui on Pareil. a le grand plaisir d'avoir un super expert, Fabien, pour vous servir. Fabien qui est coach agile, DevOps, craftsmanship. Fabien, tu vas bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici. Merci. Bienvenue à toi. Bienvenue chez C'est nous. fabuleux. On a mis du temps à t'avoir, mais on a finalement réussi à t'avoir dans ce podcast. Enfin, Et ça y est. ça fait plaisir. C'est chouette. Ouais. Alors, aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder avec toi, qui me semble passionnant, c'est en gros la tech dans une transformation agile. Selon toi, c'est un art avant tout et qui est souvent négligé. Tout à fait. Alors, juste pour te présenter à nos auditeurs, je vais commencer par faire le petit pitch qui te présente et tu me diras ce que tu en penses si tu veux ajouter quelque chose à la fin. Donc, en gros, tu dis que tu te sers de ton parcours que tu as eu dans le domaine de la physique, l'électricité, l'électronique, la mécanique, l'informatique, et de l'aspect technique, l'automatisme, génie, recherche et développement, le coaching, le travail que tu as fait dans le monde du logiciel pour expliquer le monde. C'est des choses que tu as pu appliquer pendant près de 11 ans chez un éditeur logiciel, en tant qu'architecte logiciel, dans le domaine des risques, du contrôle, de la conformité pour des grands groupes internationaux. En plus de ça, tu as fait 50 coaching agile, DevOps et craftsmanship, dans lequel tu te dédies à la découverte client, à l'innovation, l'efficacité des entreprises, des organisations et donc des équipes. Et alors aujourd'hui, tu es dans ce que tu dis être un processus d'amélioration continue personnelle et professionnelle qui t'amène à te sentir de mieux en mieux, car on ne peut aider les autres que quand nous nous sommes aidés d'abord. J'adore ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, pour l'instant, c'est très très bien. C'est vrai que j'ai toute cette faculté, on va dire, d'essayer de me ressourcer pour pouvoir arriver à aider les autres. Et je voudrais juste peaufiner sur le fait que je ne suis pas passé dans le coaching de manière... Enfin, je n'ai pas jumpé directement Brut. là-dedans. J'avais Ouais. quand même, pendant la période de chez mon éditeur, j'ai quand même pratiqué Scrum Master, Product Owner. Donc j'ai eu aussi ce goût à découvrir l'agilité très très tôt aussi pendant pendant que je faisais mon expérience professionnelle. Toi, tu as été Scrum Master. Oui. Surprenant. Pendant quelques longues années, à différentes équipes. Excellent. Bah écoute, le sujet qu'on s'est proposé d'aborder avec toi me semble, ouvert à beaucoup d'éléments et je propose de commencer tout de suite avec la première question qui m'est venue quand tu m'as parlé de ce sujet, c'est, tu dis que c'est un art la tech dans une transfo. Ouais, Pourquoi? tout à fait. Qu'est-ce qui fait que c'est un art? C'est un art parce que c'est de la création brute, c'est de l'innovation. On part le plus souvent d'une feuille blanche, voire de quelque chose d'existant par des collègues ou ce qu'on appelle du legacy, donc du code qui a été créé il y a quelquefois longtemps. Et on doit trouver des solutions à des problèmes que les clients nous posent pour arriver. Alors souvent ils le posent à travers des besoins. Le mieux c'est quand même de prendre du temps, gratter pour arriver à trouver quel est le problème à résoudre pour qu'on puisse lui apporter potentiellement plusieurs solutions, quitte à il peut choisir et ensuite on l'implémente. Mais quand on crée de cette feuille blanche, c'est comme prendre une peinture avec un tableau blanc et de faire une nouvelle création avec une nouvelle peinture et arriver comme ça à un résultat qui sera, on espère à chaque fois, le plus proche de ce que notre commanditaire nous a demandé pour répondre donc à cette solution. Ensuite, l'art, comme on peut le voir dans l'écriture, dans la peinture, dans beaucoup d'autres activités, c'est être focus. Les gens s'enferment souvent pour pouvoir avoir ces idées de qu'est-ce que l'on va mettre en place dans le côté contexte et esthétique sur l'art, on va dire. Mais dans le côté du logiciel, ça va être sur comment je vais devoir concevoir mon code. En termes d'architecture, en termes de performance, aujourd'hui on a des sujets aussi sur le Green IT, donc que ce soit minimum de consommation CPU et de RAM.
Donc il y a aussi tout cet recul qu'il faut prendre, je le dis souvent aux personnes que j'accompagne. En tant que développeur, il faut à peu près 80% de temps de réflexion pour 20% d'écriture de code. C'est pas toujours la perception qu'ils ont. Ils aiment coder. C'est vrai que c'est un plaisir, hein, je le cache pas, je le fais moi-même. Parce qu'il y a une certaine itération dans le principe de aller sur, on essaye, on se trompe, on recommence, on relance des nouvelles techniques, des nouvelles solutions, des nouveaux algorithmes, on voit que c'est mieux, à partir de là ça donne une bonne base, on essaie de l'améliorer, etc. Donc on est vraiment dans un principe, en plus de livrer, comme l'agilité le dit, itérativement vers nos clients. Déjà même nous, sur notre PC, itérativement, on implémente un algorithme et on le reteste, on le remodifie pour qu'il soit au plus proche des belles conventions, comme le dit les principes du MFS agile, c'est on a l'excellence technique et aussi sur la conception. Et c'est tendre vers ça qui fait que on peut arriver à se trouver à des moments dans l'écriture de code aussi bloqué. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'être productif de 8h à 17h, mais en tant que créateur, d'innovateur, c'est très difficile. Il y a des fois, j'ai résolu des algorithmes pendant que j'étais dans mon lit en train de vouloir m'endormir, ou parce que j'étais dans un parc en train de regarder le ciel, et puis là, j'ai la tête qui tourne, et c'était un dimanche après-midi, et bam, en fait, c'est là que la solution, je réfléchis depuis des jours, voire parfois des semaines, me tombe, et je sais qu'il faut que je rentre le plus vite possible pour essayer de l'écrire, parce qu'il faut que je teste la chose. Ça, c'est un petit peu mon côté, on va dire un petit peu que j'adore ça. Et là-dessus, je te rejoins, hein, parce que moi, étant musicien à côté, t'as ce même problème. Si tu cherches à faire de la musique ou de la peinture ou n'importe, hein, de 8h à 17h de manière cadrée, tes meilleures idées, tu les auras à 2h du mat et, et ça ne marchera, et ça marchera jamais. Donc je te rejoins sur la définition de l'art, ça c'est clair et net. Moi, ça me fait penser aussi à un élément que je discute souvent avec les gens avec qui je travaille sur les transfos. C'est l'histoire booker le temps passé à travailler sur tel et tel sujet, machin, tout ça. Et en fait, c'est soi-disant pour avoir une compréhension de comment les gens performent. Mais en soi, c'est comme tu dis. Ça se trouve, le gars, il a passé 3 jours sur son code et ça bloqué. Il a fait 2 jours de week-end, boum. Il a fallu un quart d'heure le lundi matin. Et même dans l'autre sens, un sujet RH, t'es censé bosser de 9h à 17h, mais pour ou contre bosser à 4h du mat parce que t'as résolu un truc à ce moment-là, quoi. Carrément, et ça m'est arrivé souvent pour pouvoir résoudre des problèmes chez l'éditeur de logiciels où j'étais avant. Mais pour revenir un petit peu sur cette problématique que vous amenez, j'ai pu le remarquer en termes de personnes qui demandent comme ça d'avoir un petit peu ces temps passés de travail de telle heure à telle heure. En fait, c'est toute une histoire que nous avons eue de l'industrie. L'industrie, on était dans un processus maîtrisable qui n'était pas donc VUCA, pour ceux qui ne savent pas, volatilité, incertitude, complexité et le dernier. Ambiguïté. Merci Doc J. Voilà. Et donc l'industrie nous a imposé en fait de maîtriser le travail de chaque développeur pour qu'il soit, qu'on puisse savoir quelle est sa production au jour et donc savoir comment on peut trouver à travers par exemple du Lean, de l'amélioration de sa productivité pour qu'il fasse des choses qui soient répétables et qu'on puisse capitaliser pour qu'il aille plus vite. Sauf que dans la création de logiciels, le Lean est très intéressant sur beaucoup d'aspects, mais en termes de code, ça ne marche pas, puisqu'on n'écrit jamais 2 fois les mêmes choses. On n'écrit jamais 2 fois la même fonctionnalité. Et on peut demander à une personne, à un panel de personnes, d'écrire la même fonctionnalité d'un client, ils l'écriront tous différemment. Ouais. Et il n'y aura pas de mauvaise ou de bonne façon. Il y aura peut-être des plus performantes ou des plus green ou des plus qualité, des choses comme ça. Parce qu'il y en a quand même des outils qui commencent à nous aider pour monter ces niveaux de joli code à la fin. Mais on reste quand même sur ce principe industriel où il faut que l'on produise entre des heures bien définies. Et aujourd'hui, c'est ce que je remarque dans les grands groupes que je peux suivre dans les transformations. C'est vrai que c'est le cap qu'il faut faire passer aussi à travers le management pour leur comprendre que donner du temps à ces développeurs, c'est déjà magique. Leur demander d'expliquer combien de temps ils ont passé, c'est une perte de temps, puisqu'à la fin, on passe quelquefois plus de temps à faire du reporting qu'à produire. Ah, mais ça. La seule exception aussi,
Alors c'est peut-être pas une exception, mais c'est aussi notre société qui nous impose, je ne sais pas si vous connaissez le crédit d'impôt recherche. Tout à fait. Pour le crédit d'impôt recherche, il faut prouver le temps passé aux personnes sur des fonctionnalités. D'où je l'avais fait chez mon éditeur, on avait donc des feuilles de temps à remplir sur les fonctionnalités que nous faisions, parce que grâce à ça, nous pouvions prétendre au crédit d'impôt recherche. Donc même notre société elle-même est encore dans cette visualisation que en tant que les développeurs sont encore des personnes qui sont à la machine, dans une chaîne de montage, et ils sont en train de mettre des clous mettre des boulons dans des roues. Quoi, tu as tout à fait raison, mais c'est pas que les développeurs. En fait, c'est l'immense majorité des travailleurs qui fassent du travail à la chaîne ou du travail complexe, comme on l'appelle, parce que pour une raison très simple, à mon avis, c'est que c'est juste facile à mesurer, le temps. Là, t'as passé tant de temps. Tu files le chrono. Alors, c'est facile à mesurer, mais c'est pas pour ça que ta mesure, elle est bonne. Mais exactement. C'est là où on fait l'amalgame à chaque fois. Exactement. C'est qu'on se dit, enfin, tu vois, pourquoi les points, je fais une toute petite digression, mais pourquoi les points d'estimation, on les pense en jour homme? Parce que c'est plus facile à maîtriser. Mais au final, c'est complètement à côté de la plaque tout le temps, et on veut pas le regarder en face si on n'est pas dans cette logique de changer nos prismes un peu de réflexion. On pourrait aller même plus loin, c'est que les jours hommes sont simples parce que en termes d'esprit, en termes de mindset, c'est quelque chose qui nous parle de suite. Donc, comme le cerveau est très feignant, jour homme, c'est simple. J'ai besoin de combien d'hommes, j'ai besoin de combien de jours, je fais la multiplication, ça y est, j'ai mon projet. Ouais. Après, là où je trouve, on dégraisse un petit peu, mais le côté, le client, il a toujours besoin d'avoir une date, de quand est-ce qu'il aura sa chose. Et plus on va arriver à lui donner ça rapidement, plus il sera content. Il y a aussi des biais de la négativité que nous avons dans notre esprit. Le client qui reçoit un jour de retard sa fonctionnalité va vraiment gueuler très fort, alors qu'il le reçoit un jour avant, il est juste content. Il ne va pas nous faire la fête, il ne va pas ouvrir le champagne, choses comme ça. L'aversion à la perte est toujours plus forte que le plaisir du gain. Ouais. Donc à partir de là, le développeur, là, je suis en train pour Reactive, je suis en train par exemple de développer une fonctionnalité pour le blog. La première chose que m'a demandé le marketing, ça a été à quelle date on peut l'avoir. Et là, bien sûr, en tant que, on va dire un petit peu ancien dans ce monde-là, j'ai dit, je ne m'engage en rien, mais vous, c'est quoi la date laquelle vous voulez? Et dire à la fin du mois, s'il vous plaît. Je fais, ok, je vais faire le maximum pour y arriver. Maintenant, en connaissance de cause, il y a toujours des choses, et je me suis retrouvé avec des murs devant moi, des choses que je comprenais pas, de l'apprentissage, de la formation personnelle qu'il a fallu que je fasse sur le code que j'étais en train d'écrire. J'avais des bugs que je comprends pas, j'appelle un senior qui vient m'aider. Voilà, tout ça, ça fait que heureusement, on n'est pas tout seul en tant que développeur. C'est peut-être pas comme un peintre ou un écrivain qui va plutôt être tout seul avec ses idées à écrire sur un bouquin et quelquefois il va voir son éditeur. Un développeur, on a le monde entier, on a Stack Overflow, on a tout le web qui nous permet de pouvoir, maintenant on a même les intelligences artificielles, là, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ChatGPT, mais maintenant tu poses un problème sur ChatGPT et tu écris le code, tout simplement, et le code il marche. Et le code il marche. À l'ancienne, dans notre temps, quand il n'y avait pas de ChatGPT, on disait avant tout qu'un bon développeur c'était quelqu'un qui savait faire de la recherche. Et au final, donc on rentre là-dedans. Ce qui est intéressant ensuite aussi là-dessus, Fabien, je trouve que c'est important de le souligner, c'est que souvent dans les grandes organisations, on est limité par rapport aux sites que l'on peut aller visiter. Et je trouve que malheureusement, c'est pour des raisons de sécurité, machin. Mais moi, je me dis toujours, au final, c'est parce que la sécurité n'est pas maîtrisée, alors ils bloquent tout. C'est un autre sujet, ça. C'est un autre sujet de podcast. On va mettre dans le carton. Allez hop. Allez hop. Ça va. Mais effectivement, je vois pour aller visiter des trucs comme Stack Overflow et tout ça, ils ne peuvent pas le faire. C'est quand même incroyable. Ça dépend de l'organisation, mais en tout cas, il y en a où tu peux pas le faire, oui. C'est clair. Et c'est un gros problème de source d'information qui est pertinente. Exactement. Mais c'est souvent, pour faire la digression avec la sécurité, c'est qu'ils ont peur que les personnes copient le code qu'ils ont chez eux, qui est propriétaire, et qu'ils le mettent sur le site en mode je comprends pas, j'ai une erreur, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc c'est pour ça qu'arriver à faire de l'open source, voire de l'inner source, quand on crée par exemple ce même système au sein d'une entreprise, où on créerait un Stack Overflow interne, parce que même Stack Overflow peut être en premise chez un client, c'est tout à fait autorisé.
Enfin, c'est tout à fait possible. Après, l'autoriser, c'est autre chose. Mhm. À partir de là, si tous les développeurs d'une entreprise qui font de l'inner source, donc ça veut dire c'est l'open source, mais au sein d'une seule société, et si tout le monde commence à s'y mettre et que les gens commencent à partager, il va y avoir une création de personnes qui vont avoir des facultés d'aider d'autres personnes. Donc c'est quand même aussi un bon processus dans les transformations parce qu'on crée cette entraide qui permet d'aller tous ensemble plus loin. Alors que on dit souvent tout seul tu vas plus vite, à deux tu vas plus loin. Et on aime bien aller vite, alors qu'il faudrait peut-être aller plutôt loin tous ensemble. Donc il y a des choses qui peuvent être mises en place, qui sont pas toujours entendues parce qu'il y a des coûts derrière, je vous le cache pas, Toujours. mais sur lequel le changement il n'est pas, je pense, au gré des développeurs, parce que je les entends toujours tous dire je voudrais avoir du temps pour pouvoir me former, je voudrais avoir du temps pour partager, je voudrais avoir du temps pour apprendre. Et en fait, on ne leur donne pas réellement ce temps-là, parce que ils se retrouvent avec millions de choses à faire en même temps, donc on perd le focus. À livrer le plus rapidement parce que on ne doit pas louper la date de la release qui est attendue par un ensemble de clients et la pression monte, les gens s'énervent et on cherche après pointing finger qui c'est qui n'a pas réussi ça à la bonne date, etc. Et là, Et voilà. c'est la qualité qui en pâtit. Et Le schéma classique. tout à fait. Et tu vas vite. Moi, c'est bien. Tu veux aller vite, j'ai envie de dire, et tu bâcles finalement, tu as tendance à bâcler le travail juste pour être dans les délais et ça te revient dessus plus tard. Parce que... t'as pas tendance, c'est logique que ça en pâtisse. Si tu dois aller vite, la qualité elle en pâtit. Tu fais une belle vitrine et puis voilà. Et c'est là où il faut donner récupères la force aux développeurs parce que bon, on les imaginait tous un petit peu un peu comme dans une cave en train de travailler. Un développeur, quand on parle ça avec des personnes qui ont notre âge voire plus, c'est des gens qui étaient avec des t-shirts, qui allaient faire des festivals, qui avaient les cheveux longs, la barbe, etc. Et en fait, je trouve que alors qu'aucun de nous n'a les cheveux longs, tu remarques. C'est vrai. On a de la barbe. Nous, on a de cheveux tout court, c'est de la tresse, c'est de la triche. Les développeurs, c'est des gens qui n'ont pas eu, en termes d'éducation dans les écoles, le pouvoir de leur donner le pouvoir de dire non ou de dire ce qu'ils pensent. Ils étaient, même pour avoir fait une école d'ingénieur, on leur a donné les billes pour qu'ils fassent. Un petit peu ce côté, je reviens sur l'industrie. Dans les transformations, souvent quand je rencontre les développeurs, ils ont peur de vouloir parler de leurs problèmes parce qu'on les attend beaucoup sur les livrables. Et si tu leur donnes un espace de parole, que tu les entends, que tu crées de l'empathie avec eux et que tu leur dis que tout ce qu'ils vont dire, ça impactera la réussite des projets, la réussite du produit, et que tu les amènes avec eux, parce que j'ai de la chance de pouvoir aussi comprendre ce qu'ils disent et donc de pouvoir aussi le reformuler envers les business. Le business, en fait, est capable de l'entendre. Sauf que souvent, ce qui m'est arrivé, c'est « Ah bon, vous avez ces problèmes? Ah oui, donc résolvez-les et après faites ce que vous avez besoin pour moi, il n'y a pas de souci. » Parce que quand tu l'amènes et tu leur dis « Si on vous fait ça, mais qu'on ne résout pas ce problème, vous allez avoir d'autres problèmes qui vont arriver. » Et donc c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, la qualité, l'importance de l'injecter et elle peut être mise par défaut de côté parce qu'on est vraiment sous tension. Mais si on commence à faire lever les paroles des développeurs, à partir de là, une entreprise va s'améliorer et devenir beaucoup plus performante. Là, parce que quand tu arrives sur une transfo, donc tu viens de dire que l'un de tes focus, c'était de parler aux développeurs. Est-ce que tu as des points d'attention comme ça que tu sais d'office que tu vas regarder, et si oui, lesquels? Oui. Et est-ce que tu as des petits conseils pour tous les coachs qui se retrouvent dans ces situations-là? Ou même les devs. Ou même les devs, ouais, j'allais dire les coachs, mais pour tout le monde en fait. Ouais. Tout le monde, c'est carrément. Je pense que j'ai une petite recette sur le coup qui est vraiment de quand tu arrives et que tu connais rien sur le produit qui est fonctionnel déjà. Donc en termes de fonctionnalité et de fonctionnel, obligatoirement il va falloir discuter avec le business ou avec un product owner, qui t'a. L'objectif, c'est capter et puis regarder des articles sur Internet, enfin regarder les fonctionnalités sur Internet pour arriver à voir un petit peu de quoi ça parle. Mais après, sur le côté tech, tu as, on va dire, les deux grands axes. C'est comme j'aime produire du code et que ça aille très vite chez mon client,
la personne qui m'a demandé ce que je dois développer, je regarde tout ce qui va être la chaîne CI/CD pour Continuous Integration and Continuous Development. Donc c'est un peu sous la tutelle aujourd'hui des transformations qu'on appelle DevOps. Voilà. Donc l'objectif c'est de savoir, parce qu'elle décrit réellement tout ce qui est fait et qui devrait être possible de faire sur la machine d'un développeur. Donc parce que des machines le font sur un cloud pour prendre le code source et l'amener jusqu'en production à travers ce qu'on appelle des artefacts, des sortes de packages du logiciel qui est compilé, etc. Donc ça, déjà, le regarder, c'est mieux comprendre ce qui se passe et comment le produit est construit et amené, et même testé, hein, parce que normalement dans une chaîne CI, dans le Continuous Integration, on injecte aussi le code, on injecte les tests pour être sûr que tout va bien. On peut tester de la performance, de la qualité, on peut l'accessibilité quand on fait des sites web, le Green IT aussi maintenant, et les injections qu'on peut faire pour voir combien on consomme de CO2 et d'eau, c'est quand même pas mal. Donc ça c'est le premier regard, c'est déjà comprendre. Comme je peux voir ça, je peux aussi découvrir, grâce à ça, la qualité du code. Donc, regardez le code source. Il y a des outils comme SonarCube, sans faire de publicité, qui permettent de pouvoir voir quel est un petit peu le degré ou la quantité de choses qu'il faudrait faire pour qu'on ait un code qui tendrait à être parfait. Ça permet de savoir un petit peu, parce que plus il va y avoir de choses à l'intérieur de ces outils-là, plus tu sais que potentiellement tout peut répéter en production. Intéressant. Alors que si tu n'en as pas du tout, tu pourrais avoir des soucis, on va dire, de compréhension du besoin que tu as mal développé. Parce que ça, on aime bien se le dire entre coach tech. C'est ce que le développeur comprend qui va en production. S'il comprend mal, même si c'est parfaitement codé, que tout est nickel, la qualité est là, etc., la fonctionnalité, elle est biaisée. Parce que dans la tête du développeur, il a biaisé sa solution par rapport au problème. Donc tu intègres là-dedans la revue par un pair aussi, pour avoir la compréhension extérieure de la personne qui l'a développé. Oui, mais pour autant, si le développeur dit « Ah mais voilà la solution que j'ai implémentée », que le gars regarde, la solution est implémentée convenablement, c'est parfait. Par contre, si le client n'est pas là, moi j'avais une astuce, quand j'avais fini de développer sur ma machine, je demandais au product owner de regarder sur ma machine si ça lui plaisait. Déjà, exactement. Boucle de feedback super rapide. Bien sûr. Et grâce à ça, si j'avais des choses qui devaient être modifiées, je les modifiais en live et on faisait une validation locale. Et grâce à ça, en fait, quand je poussais, je savais que ça pouvait aller en production. En fait. Ce qui peut être très pratique en soi, surtout dans les cas où les stakeholders ou end users, les utilisateurs finaux ou clients, ne participent pas forcément à la sprint review ou ce genre de cérémonie. Effectivement. Tout à fait. Ouais. Alors, ces deux choses, ces deux premiers points que je vous ai présentés, ça permet aussi de suivre ce que je regarde, le time to market. À savoir que si on s'améliore dans une transformation, accompagné des améliorations technologiques ou techniques que nous pouvons amener, on va avoir un time to market qui va se réduire. Et ça, c'est vraiment, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le principe d'avoir, le client veut une date. Et donc, si on diminue le time to market, on est plus capable de pouvoir s'engager sur une date un peu plus loin que le time to market qu'on a l'habitude de faire. Genre, dans 2 semaines, je peux vous le livrer et tu sais que dans 1 semaine, ça sera fini. Ça, déjà, tu te sens plus à l'aise. Et ensuite, c'est la cartographie des gens, la cartographie de l'équipe. Être sûr que les expériences sont diffuses, que la seniorité est présente et qu'elle est à utiliser à bon escient. Pour être sûr que après, donc les problématiques de partage d'informations, quand tu as un senior qui est tête baissée en train de travailler jour et nuit sur tous les gros problèmes et qui ne diffuse pas sa connaissance, là, on a un souci dans l'équipe. L'objectif, c'est de le faire sortir de ça et de dire maintenant, tu ne travailles plus seul, tu prendras plus de temps à résoudre des très gros problèmes, mais tu vas prendre un bon qui est dans ton équipe. Et le bon, demain, il prendra un nouveau qui est dans ton équipe. L'objectif est d'arriver à faire monter un petit peu tout le monde. Et s'il n'est pas d'accord, parce que moi j'ai déjà pu entendre parler de cas où tu as, donc c'est souvent une posture un peu de tech lead qui peuvent se retrouver dans ce que tu dis, où on a un tech lead où c'est une brutasse totale, il porte le projet à 90% juste à lui seul, comme je disais tout à l'heure, il bosse jusqu'à 4h du mat,
Mais du coup, comme c'est sa façon de faire, il veut pas changer. Et en plus de ça, bah, comme il est porteur du projet à 90%, bah, côté management, on va pas forcément vouloir Quelque part, l'empêcher de faire, comment quoi. dire, l'interrompre, en tout cas, ouais, voilà, l'empêcher de faire exactement. Donc, comment tu fais dans un cas comme ça? Déjà, dans ce que tu viens de dire, et c'est assez intéressant, c'est de discuter avec les managers pour déjà arriver à leur faire valoir que ces personnes-là, si demain Goulot elles ne viennent d'étranglement. plus au travail, pour X raisons, Hmm, bien c'est une sûr. personne Bah, c'est clé. même plus C'est goulot une personne d'étranglement, clé. là. Ça veut dire que Tout s'arrête. tu tombes ton Ouais, projet ou ton produit tu perds à tout, ouais. cause d'une personne. Voilà. Ouais. Donc déjà, quand les managers sont capables d'entendre ça, qu'ils comprennent qu'il y a potentiellement une personne critique au sein de leur équipe, et que pour éviter la criticité d'une seule personne au sein de l'équipe, il faut diffuser l'information. Déjà, tu as ton sponsoring. À travers le sponsoring, après, tu mets les actions en place qui vont être de diminuer le fait que ce soit toujours lui qui prenne les plus gros sujets et travailler avec lui pour essayer de lui faire comprendre que, ok, c'est une personne extraordinaire qui aime les challenges, etc. Mais il va en avoir, c'est essayer de lui trouver les nouveaux qu'il va pouvoir injecter à travers de la formation, à travers de l'accompagnement. C'est ce qu'on appelle aussi, ce que tu as dit tout à l'heure, un tech lead. Hein. Normalement, Hmm, c'est beaucoup ça. C'est bien Moi, sûr. j'ai fait former, donc dans mon ancienne boîte chez l'éditeur de logiciel, j'ai récupéré un électronicien et il venait pour faire du code. Et Ok. pendant 3 mois, j'étais donc l'architecte de la solution, mais il était à côté de moi, il faisait et moi je lui expliquais. Et c'était valorisant parce que après il est devenu l'architecte de ma solution que j'ai pu lui laisser et moi je suis parti sur autre chose. Ça aussi c'est quelque chose de bien parce que en fait on fait grandir les personnes qui vont pouvoir nous substituer et nous on va pouvoir les faire d'autres choses parce que j'avais envie aussi d'explorer des nouveaux horizons alors fonctionnels. Très bien. J'aurais une dernière question pour toi, mon Fabien. Je trouve qui est très importante. C'est que souvent, dans les transformations sur lesquelles on bosse, la tech est pas souvent le focus absolu parce qu'on considère souvent que tout ce qui est de cet aspect-là étant un centre de coût plus qu'autre chose et que donc l'important c'est pas tant ce que fait la tech mais ce qui est livré au business en temps et en heure et machin machin machin. Et toi, comment tu arrives à mettre en avant le retour sur investissement de la partie tech dans une transformation agile? Ouais, et c'est vrai que c'est très important de faire un focus aussi là-dessus parce que quand on est un centre de coût, on nous demande au fil des ans de dépenser moins. C'est très souvent dans beaucoup d'entreprises ce qu'on a pu voir. Alors que sans ce centre de coût, il n'y aurait pas valeur dans l'entreprise. Donc il y a aussi cet aspect, il faut vendre, ça c'est complètement compréhensible, pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir développer quelque chose. Mais si on ne développe pas, on peut vendre ce qu'on veut, ça ne marchera pas non plus. Donc il faut trouver un équilibre où on doit un petit peu de temps en temps survendre et le centre de coût, on va dire, donc l'équipe de développement logiciel va rattraper avec les nouvelles fonctionnalités et donc ça y est, il y a un alignement et on continue en mode un petit peu paquebot, c'est bien, tout va bien. Et puis après, on revend encore des nouvelles choses et on va remonter. Et en fait, c'est ce décalage qu'il faut éviter d'avoir des normes. Grâce à ça, tu vas arriver à comprendre que ton centre de coût, plus tu vas lui donner de l'argent, plus tu vas lui donner de la reconnaissance, plus tu vas lui donner les bonnes personnes, plus il va pouvoir créer de la valeur qui va pouvoir être vendue ou même un peu pré-vendue de temps en temps, parce que c'est des choses que j'ai eu aussi la capacité d'avoir. J'avais des commerciaux qui venaient me voir en disant Fabien, j'ai une avant-vente, ils aimeraient cette chose-là, Mhm. est-ce que tu penses que c'est possible? En avant-vente, c'est parfait, puisque c'est même avant de l'avoir vendu. Donc on est vraiment dans un principe où est-ce que c'est des choses qui sont réalisables, possibles, imaginables? Et alors là, oui, alors telle hauteur, tel prix, etc. Et à partir de là, c'est bien sûr des Je vois. hypothèses, hein, mais il va aller essayer de le vendre sur le marché. Et si ça réussit, d'une certaine manière, il y a eu un pseudo-engagement de la partie IT sur lequel on va mettre les efforts parce que si on le réussit, après on a la reconnaissance du commercial qui l'a vendu, de nous qui l'avons fait, et c'est toute la boîte qui est Tout le monde vendue. en profite, effectivement. Et tu vois, déjà, le principe même de parler de retour sur investissement, c'est qu'on considérerait que c'est un investissement et non pas un coût. Tout à fait.
carrément. Après, c'est ce que dit l'agilité, alors plus dans le cadre, je crois, de Scrum, qui dit c'est au début, on fait un investissement pour vendre la première itération, et à partir de là, avec l'argent qu'on reçoit, on va pouvoir commencer à réinjecter de l'argent pour faire la deuxième itération. Deuxième itération vendue, on réinjecte ça dans l'équipe pour avoir une troisième itération. Et en fait, on a une boucle qui est, on n'a plus d'argent à aller chercher, on a de l'argent qui rentre à chaque fois qu'on va faire une nouvelle step. On s'autofinance. Oui, alors après, hors de l'autofinancement, au moins tu réduis l'investissement de base parce que c'est pas forcément des rapports à 100%. Mais ça, c'est super bien que tu le mentionnes, Fabien, merci beaucoup, parce que on a beaucoup l'impression que c'est encore très hérité du projet où on va faire en fait du développement itératif. Tu vois, je prends un framework comme Safe, encore une fois, c'est une boîte à outils comme une autre, mais qui est quand même très grosse. Le problème, c'est que tu vas dire, ok, on fait des incréments de 3 mois. Donc, et on va faire des petites démos toutes les 2 semaines. Mais en fait, quand tu prends le truc de la mauvaise manière et que tu le déroules, en fait, tu te dis, bah super, on fait des incréments de 3 mois et dans 3 mois, tu as un truc qui te rapporte de l'argent potentiellement à ton business. Tu vois? Et il y a plein de biais comme ça au final où tu te rends compte que ce que tu vas développer itérativement, bah tu vas pas mettre en avant le fait qu'il faut que ça rapporte un retour sur investissement, que tu vas chercher à générer de l'argent avec ça. Pour pouvoir le réinvestir derrière, quoi. C'est quelque chose qui est vachement sous les radars. Après, il y a un côté cadence qui rentre en jeu dans ces frameworks et qui est, on va dire, important pour l'organisation globale, mais pas pour autant pour la réponse au business. Si tu as un simple changement de couleur d'un bouton, pourquoi attendre 3 mois? Exactement. Tu devrais pouvoir le mettre le lendemain en production. Donc, et c'est beaucoup le cas, on va pas faire les mauvaises langues. Oui, j'espère. Pour ce que je suis comme mission, c'est pas toujours le cas. Mais l'objectif de la cadence, elle est organisationnelle. Elle n'est pas dans le livrable. Et c'est là où il faudrait arriver potentiellement à dissocier ces deux choses-là. Donc, faire des PI planning, faire des sprints, c'est très très bien. Mais d'utiliser du Kanban pour pouvoir faire une résolution et lancer dans le flow au fur et à mesure où on fait que ça soit petit, grand, on livre. Parce qu'en fait, livrer, ça doit être du push-bouton et on ne doit pas avoir peur, on doit avoir la confiance énorme sur le fait d'avoir toutes les gates qui sont automatisées, donc les sortes de portes de check, de vérification, de tout ça, qui permettent de dire, let's go, j'appuie sur le bouton, ça part en production. Il y a une expérience comme ça qui a été faite, que j'ai lu dans un bouquin, je me rappelle plus le nom, où tous les nouveaux corrigeaient un bug en production. Donc, ils prenaient le code sur leur machine, ils changeaient le code et ils appuyaient sur push, et puis ça partait après en production. S'il y avait le moindre problème en production suite à la modification du nouveau arrivant, les personnes qui suivaient ce nouveau arrivant disaient, écoute, très bien, tu nous as fait découvrir qu'on a un problème dans notre chaîne, on va la corriger pour que demain, ce n'arrivera plus jamais. Bah oui. Et oui. Bah oui, c'est pas dans l'autre sens. Et c'était magique. Moi, quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, mais tout à fait, c'est tout à fait ça qu'il faut installer. C'est j'appuie et s'il y a un problème en production, c'est parce que des gens intelligents dans l'équipe soit n'ont pas vu cette chose, n'ont jamais vu cette chose, soit l'ont laissé peut-être passer en disant peut-être que ça n'arrivera jamais. Et en fait, ça peut arriver. Écoute, merci mon Fabien pour toutes ces histoires et toutes ces informations qui, je pense, serviront beaucoup nos auditeurs. Tu as lancé un pont vers Kanban, tu sais que c'est un de mes grands amours, donc je pense qu'on te réinvitera pour en parler directement. J'ai de belles histoires aussi là-dessus, avec plaisir. Et écoute, encore une fois, merci à toi, merci à nos auditeurs. J'espère qu'ils ont apprécié ce que tu nous as partagé. En tout cas, rendez-vous très vite pour le prochain épisode. N'oubliez pas de nous soutenir, de commenter, de partager et de nous noter avec 5 petites étoiles. Ça coûte pas cher, ça fait tellement plaisir. Je vous dis à très très vite et au plaisir de te recevoir à nouveau. Mon Fabien, salut Val, salut Fabien. Ciao, merci d'être venu. Merci.